Un simple appel peut vider un compte, briser une famille ou pousser quelqu'un à obéir à l'impensable. Le plus terrifiant, c'est que certaines voix n'avaient même pas besoin d'être humaines. Et parfois, la victime rappelait d'elle-même. Numéro 8. Les appels automatisés de Rachel de Cardholder Services. En novembre 2012, la FTC a enfin mis un nom sur cette voix qui s'invitait sans cesse dans les téléphones américains. Rachel, de Cardholder Services, était devenue l'ennemi public numéro 1. Vous décrochiez et l'enregistrement annonçait un message important au sujet de votre compte de carte bancaire actuel. Pas un nouveau prêt, pas un prix à réclamer, votre compte. C'était là toute l'astuce. Une voix féminine neutre transformait un démarchage préenregistré illégal en simple suivi administratif. Puis elle promettait de faire baisser votre taux d'intérêt à condition de rester en ligne. Des millions d'appels ont été passés, y compris vers des personnes déjà inscrites sur le registre Do Not Call. Derrière le texte bien rodé, l'offre était beaucoup plus brutale qu'elle n'en avait l'air. Il fallait payer plusieurs centaines, parfois plusieurs milliers de dollars en frais d'avance pour une prétendue aide à la réduction des taux. Et ensuite, les économies promises disparaissaient. La FTC et ses partenaires ont lancé des actions contre 5 réseaux d'appels automatisés, dont des sociétés basées en Arizona et en Floride. Dans une affaire liée à Rachel, un tribunal a déclaré les défendeurs responsables à hauteur d'1 700 000 $. Rachel avait été conçue pour paraître ennuyeuse. C'était précisément ce qui la rendait inquiétante. L'arnaque suivante n'avait même plus besoin que vous décrochiez. Numéro 7. Arnaque Wangiri au rappel après une seule sonnerie. Votre téléphone sonne une seule fois, avec un indicatif que vous ne reconnaissez pas, puis l'appel s'éteint avant même que votre pouce atteigne l'écran. Ce minuscule vide, c'est l'appât. Le nom c'est Wangiri, un mot japonais qui signifie une coupure, et la mécanique derrière est d'une simplicité froide. Des composeurs automatiques arrosent d'appels manqués d'immenses listes de numéros, puis attendent que quelques personnes, juste assez, rappellent. En 2019, la FCC a relié une campagne liée à la Mauritanie à plus de 100 millions d'appels automatisés visant des téléphones américains. Sur l'écran, il n'y avait qu'un seul numéro inconnu. Pour le système, c'était une usine. Vous rappelez, et le numéro vous redirige vers une ligne internationale surtaxée. Le silence peut vous être facturé. Une fausse file d'attente peut vous être facturée. Un enregistrement sans vie peut vous être facturé pendant que les frais continuent de grimper, invisibles. L'escroc n'a même pas besoin de vous parler, parce que votre propre curiosité fait tout le travail. C'est le renversement. Pas de menaces urgentes, pas de faux agents des impôts, pas de voix à l'autre bout. Seulement un appel manqué qui vous donne l'impression d'avoir choisi la suite. Une sonnerie crée la question. Le rappel lance le compteur. Le préjudice commence après que le téléphone est redevenu silencieux. Numéro 6. Déferlante d'appels automatisés sur les garanties automobiles. Pire encore, une fois le piège du rappel retombé dans le silence, votre téléphone s'allume sur le comptoir de la cuisine et une voix enregistrée vous annonce que la garantie de votre véhicule arrive à expiration. En mai 2009, la Commission fédérale du commerce est passée à l'action contre une vague nationale d'appels automatisés aux États-Unis, qui transformait une inquiétude banale autour de la voiture en machine commerciale industrielle. Les appels vendaient de faux contrats de service, et les dossiers de la FTC évoquaient des centaines de millions d'appels prétendument trompeurs, déferlant sur tout le pays. Le dispositif était presque brut, et c'était voulu. Les numéros étaient composés les uns après les autres, par indicatif et par préfixe, que vous ayez une voiture ou non, que vous soyez inscrit ou non sur la liste d'opposition au démarchage. C'était bien le but. L'arnaque n'avait pas besoin de votre nom, de votre marque de voiture ni de votre kilométrage. Elle n'avait besoin que d'une peur assez large pour tenir dans des millions de foyers. La facture de réparation imprévue, le dernier avis au ton officiel, cette impression que patienter un jour de plus pourrait tout vous coûter. Ici, l'automatisation ne cherchait plus la curiosité. Elle fabriquait l'urgence à l'échelle d'un pays. Et quand les escrocs ont compris qu'un avertissement enregistré pouvait se faire passer pour une autorité, l'étape suivante a consisté à faire en sorte que cette autorité paraisse armée, fédérale, et déjà sur le pas de votre porte. Numéro 5. Le réseau d'extorsion du FBI et de l'IRS de Sahil Patel.
Mais si la dernière arnaque faisait passer un faux avis de garantie pour un message officiel, que se passe-t-il quand la voix au bout du fil vous dit que le FBI a déjà un dossier sur vous? Les enquêteurs ont identifié Sahil Patel comme le chef d'une fausse opération d'extorsion au nom du FBI et de l'IRS, menée depuis des centres d'appel en Inde pour viser des victimes aux États-Unis. Le scénario était conçu pour briser la distance très vite. Les appelants se faisaient passer pour des agents fédéraux, citaient de faux numéros d'affaires, affirmaient que la cible risquait une arrestation ou des sanctions pour des crimes inventés, puis la poussaient à payer avant que la peur ne laisse place au doute. Selon le dossier transmis au FBI de New York, l'argent passait par des cartes de débit prépayées que les victimes pouvaient acheter debout aux caisses, tout en écoutant un inconnu jouer l'autorité au téléphone. En 2015, Patel a été condamné devant la justice fédérale de Manhattan à 175 mois de prison fédérale et à la confiscation d'1 million de dollars. Ce n'était plus un simple bruit de spam, c'était un modèle de centre d'appel pour transformer la peur de l'État en revenu. Et la version suivante allait étendre ce modèle bien au-delà d'un seul chef. Numéro four. Méga affaire d'usurpation d'identité de l'IRS depuis des centres d'appel en Inde. Et si Patel a prouvé que le scénario pouvait marcher, Sunny Joshi a montré ce qui se passe quand ce scénario devient une infrastructure. De 2012 à 2016, selon les procureurs, des centres d'appel à Ahmedabad en Inde visaient des personnes à travers les États-Unis en se faisant passer pour l'IRS ou pour les services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis. L'appel ne cherchait pas la confiance, il fabriquait la panique. Des victimes étaient prévenues qu'elles risquaient une arrestation, une peine de prison, des amendes ou une expulsion si elles ne payaient pas tout de suite, et l'argent passait par des réseaux de prête-noms basés aux États-Unis, conçus pour dissimuler les fonds. Le 27 octobre 2016, le département de la justice a annoncé des poursuites contre 56 personnes et 5 centres d'appel basés en Inde, avec 20 arrestations aux États-Unis ce jour-là. Un centre d'appel aurait soutiré 12 300 $ à une victime de 85 ans à San Diego. Dans une affaire majeure, 24 prévenus ont été condamnés, avec des jugements financiers totalisant plus de 72 942 300 $, et Joshi, à lui seul, a été tenu responsable d'un blanchiment compris entre 3,5 millions et 9,5 millions de dollars. Le Trésor a évoqué des montages liés à ces affaires pour environ 272 millions de dollars et plus de 15 000 victimes. Ce n'était plus une seule voix menaçante, c'était la peur sur une chaîne de montage, et maintenant, cette voix devient personnelle. Numéro 3. Réseau d'arnaque aux grands-parents en République dominicaine. Le prochain centre d'appel avait un piège plus propre. Une voix de petit enfant tremblante dans les parasites, puis la panique, puis une demande. Le 30 avril 2024, les autorités américaines ont annoncé des poursuites contre un réseau transnational d'escroquerie aux grands-parents basé dans des centres d'appel de la République dominicaine. L'acte d'accusation a été rendu public à Newark, dans le New Jersey. Les procureurs ont mis en cause 16 personnes, dont Juan Rafael Parra Arias, aussi connu sous le nom de Yofré, Nefi Vladimir Parra Arias, aussi connu sous le nom de Keiko, et Nelson Rafael González Acevedo, aussi connu sous le nom de Nelson Tech. Au téléphone, certains se faisaient passer pour des petits-enfants, d'autres pour des avocats, des agents du tribunal ou des responsables de l'ordre public. Le scénario restait toujours le même. Un accident, une arrestation, une cellule. Un problème judiciaire et de l'argent à envoyer tout de suite pour une caution ou des frais. L'organisation était très structurée. Les premiers appelaient, les derniers entretenaient la panique. Les coordinateurs organisaient les retraits. Et des coursiers basés aux États-Unis récupéraient l'argent à la porte sous de faux noms et avec de faux reçus. Les victimes étaient priées de n'en parler à personne à cause d'ordres de silence ou de règles judiciaires. Des centaines de personnes âgées aux États-Unis ont perdu des millions parce que la panique a été maintenue dans le secret. Et ensuite, l'escroquerie cesse de demander de l'argent d'abord et commence à mettre en scène la personne elle-même. Numéro 2. Escroquerie au cyberkidnapping par usurpation d'identité de policiers chinois. Le téléphone est entre vos mains. La caméra vise votre propre visage. Vous êtes peut-être seul dans une chambre d'hôtel en train d'enregistrer la preuve d'un enlèvement qui, en réalité, n'a pas encore eu lieu. Parce que la voix au bout du fil se fait passer pour la police chinoise. Depuis 2018, ce système vise des ressortissants chinois à l'étranger. Surtout des étudiants sur les campus des États-Unis, du Canada et de l'Australie. Tout commence par quelque chose de banal, un appel d'une prétendue société de livraison, puis d'un opérateur télécom, puis de l'ambassade ou du consulat de Chine. Ensuite, un policier vous explique que votre nom est lié à un blanchiment d'argent, à une usurpation d'identité ou à une activité téléphonique illégale en Chine. À partir de là,
Coopérer veut dire se taire, s'isoler, garder une webcam allumée, ne jamais raccrocher. Dans l'affaire de l'Université de l'Illinois, révélée en août 2023, on a dit à l'étudiant qu'un colis envoyé en Chine contenait de faux passeports et des cartes bancaires. La webcam est devenue l'outil de pression. Au bout du compte, 30 000 $ ont disparu. Puis les images mises en scène sont envoyées à la famille en Chine comme preuve de séquestration. Et dans l'Utah, en 2023, l'étape suivante n'était plus simulée. C'était un enlèvement réel, commandité contre rémunération. Numéro 1. L'appel de canular de fouille à nu de l'officier Scott chez McDonald's, le 9 avril 2004. Dans un McDonald's de Mount Washington dans le Kentucky, le directeur de service décroche et un homme qui se présente comme l'officier Scott dit enquêter sur un vol. Il explique à l'assistante de direction, Donna Summers, que Louise Ogborn, 18 ans, aurait volé un client. Puis vient le premier ordre, la garder dans le bureau du fond. Puis le suivant, la fouiller. Puis le suivant, l'obliger à enlever ses vêtements. Chaque consigne arrive avec le même faux badge invisible et chacune pousse les personnes présentes un peu plus loin, au-delà de la limite qu'elles pensaient ne jamais franchir. Pendant des heures, Ogborn se retrouve piégé, humilié et agressé sexuellement par Walter Nix Jr., le fiancé de Summers, qui finira par plaider coupable et purger une peine de prison. David R. Stewart est inculpé dans cette affaire au Kentucky, jugé en 2006, puis acquitté. En 2007, un jury accorde à Ogborn 6,1 millions de $ dans son action civile contre McDonald's. Des appels de ce genre avaient déjà visé des restaurants et des épiceries dans plusieurs États américains pendant près d'une décennie. L'appelant n'entre jamais dans le bâtiment. Il n'en a pas besoin.